Bull, comment ont-ils touché la perfection? C'est peut-être le sujet de ce soir, bien sûr, c'est le sujet de ce soir même, bien sûr, par rapport à Red Bull. Red Bull qui a donc, pour la première fois de son histoire, remporté le titre de champion du monde et également celui de vice-champion du monde. Max Verstappen, champion du monde à plate couture sur le field, et Sergio Perez, vice-champion du monde. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de Red Bull. Red Bull a aussi créé les RB19, la monoplace la plus dominante de l'histoire de la Formule 1, bien sûr, mais surtout entre les mains de Max Verstappen qui aura été exceptionnel, monumental, immense Max Verstappen en ayant battu tous les records quasiment réalisés sur une saison complète en Formule 1. On a atteint l'excellence avec Max Verstappen, on a atteint l'excellence avec Red Bull bien sûr, avec Sergio Perez un petit peu bien moins d'ailleurs on a touché l'excellence. Ton ressenti quand tu vois la saison de Red Bull, toi, Bibichum? Bah, je vois une saison complète en parfaite harmonie de la Verstappen Racing Team, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un côté du garage qui a été chirurgical, qui n'a absolument rien laissé à personne, Ouais. même dans les grands prix où ils étaient en difficulté, qui n'a pas connu de pépins techniques, qui a explosé record sur record. Et oui, comme tu l'as dit, l'autre côté du garage qui a été beaucoup plus mis en difficulté, où ça a vraiment été galère de chez galère. On aura l'occasion d'en reparler durant ce live, mais c'est sûr que c'est pour ça que cette saison de Red Bull, elle est pas parfaite, elle est quasi parfaite. Ouais. C'est vrai que quand je parle de Verstappen, pour moi c'est parfait, mais et beaucoup, comme on a bien dit durant toute la saison, mais quand tu vas de l'autre côté, bah, c'est le point noir, et c'est l'un des sujets effectivement de ce live de ce soir, c'est Perez est-il le point noir d'une saison pourtant parfaite du côté de chez Red Bull, et on va forcément en parler ensemble les amis. Mais pour commencer bien sûr, parlons de cet homme, qui est bien sûr, j'ai envie de dire, le maître à jouer sur la piste dans cette 2023 de Formule 1. Celui qui a battu absolument tous les records et qui a été absolument exceptionnel. Et surtout, il débutait une nouvelle aventure en 2023 en tant que double champion du monde. Est-ce qu'il y avait d'une certaine manière... merci beaucoup Visbot, merci beaucoup pour ton prime des familles, merci beaucoup pour ton premier abonnement sur la chaîne, ça fait très plaisir, merci beaucoup Visbot. Merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté. Merci beaucoup Visbot. Est-ce que pour toi, Max Verstappen avait quand même une certaine pression en 2023 en arrivant en tant que double champion du monde? Je veux dire, quand il allait chercher son deuxième titre de champion du monde de manière extrêmement assurée. Là, il arrive en 2023, est-ce que tu penses beaucoup plus détendu, avec le même état d'esprit, où il y avait encore plus de pression sur ses épaules? La pression, Verstappen, il la connaît plus depuis fin 2021. Ouais. Depuis son premier titre, il n'a plus de pression, Max. Il roule uniquement dans l'objectif de franchir la ligne en première place. Ouais. C'est tout. C'est tout, et il sait qu'avec le matériel dont il dispose et la synergie aussi dans l'écurie qu'il y a, que limite le titre lui est promis. Alors c'est plus facile à dire effectivement parce que sur un week-end de course on n'est jamais à l'abri d'un crash, d'un pépin ou ce genre de choses, donc c'est sûr que quand tu entames la saison tu n'es pas forcément acquis, le titre ne t'est pas forcément acquis, mais il est arrivé, je pense, oui, très très détendu, confiant, et aussi conscient des forces de Red Bull et de son niveau de pilotage qui du coup du statut de double champion du monde n'a fait que augmenter. Cette saison, Max a été chirurgical, donc et sans forcer. Et sans forcer, donc c'était plus la force tranquille. Donc non, pour moi il a abordé cette saison détendu, sans forcément de pression d'être double champion du monde, loin de là. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à la saison, c'est que tu parlais de la pression de double champion du monde. Il y a Loïc qui vient d'arriver. Comment ça va Loïc? Est-ce que Loïc est là en vocal? Vraiment Loïc? Ah, Loïc on l'entend. Ah bah Loïc est même parti. Ah bah adieu Loïc. Adieu Loïc. Tellement étendu qu'il s'est permis d'installer Netflix dans ses RB19. Imaginez que Max, à part Singapour, c'est soit toujours premier, soit deuxième. C'est une stat de malade. Mais c'est vrai que ça aussi, hein, c'est vrai. Hein, et c'est peut-être quelque chose qu'on peut globaliser par rapport à Max Verstappen, mais c'est aussi l'aspect chirurgical comme tu en as parlé. Et il y en a beaucoup qui, quand on dit on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Formule 1, ne comprennent pas ça et ne l'acceptent pas parce qu'ils pensent naturellement à Michael Schumacher, peut-être même à Lewis Hamilton, mais il faut réellement se rendre compte que ce que l'on a là aujourd'hui, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1.
Et j'ai plus l'impression même d'ailleurs que quand on regarde ça par rapport à des fans de Lewis Hamilton ou des fans historiques bien sûr de Michael Schumacher, que ça ils ne l'acceptent pas, alors que pourtant ce sont des faits, Baby Sean. Alors, le coup des podiums, c'est toujours Michael. Hein. Ça, il y a un moment, je veux rien savoir. Michael, c'est 100%. Point. De podium, Max, podium en 2002. Ah ouais. En 2002, ok. En 2004. Okay, 2004. 17 sur 17. Point. Voilà. Ça, de toute façon, c'est 100%. En fait, c'est pas forcément tant le nombre de podiums ou le nombre de machins, ça. C'est plus les pourcentages qu'il faut prendre en compte quand tu as des calendriers qui n'ont rien à voir, en fait, à travers les époques. Et niveau pourcentage, bon, je pense que Max Verstappen c'est quand même plutôt bien sorti cette saison en termes de record. Ouais. Donc là-dessus, quand tu mènes plus de 1000 tours sur une saison, bon, faut être là, quoi. Ouais. Loïc, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. J'étais là tout à l'heure, mais j'ai pas que je t'entends pas, mais je suis là. Yes. Bon, Loïc, la saison par rapport à Max Verstappen, c'est vrai qu'il y a une... Avant de parler de rentrer dans le lit de sujet, c'est vrai que la saison dans la globalité est assez folle, justement par les statistiques, bien sûr, mais c'est une saison qu'on ne reverra peut-être jamais dans l'histoire de la Formule 1 d'une certaine manière, tellement elle est folle. Encore une fois, je remets les stats qui sont justement ici, j'étais parti les chercher. Au total, on vous a mis ça sur Off-Track, c'est des statistiques assez folles, je le rappelle, 19 victoires en 22 Grands Prix, 21 ou 22 Grands Prix, plus de 95% de victoires sur l'ensemble de la saison, et ça pour le coup, c'est vrai, Baby Schumacher ne l'avait pas fait. Lui, c'était au niveau des podiums, bien sûr. 4 sprints remportés, 21 podiums, 12 pole position, 11 hat-trick, pole, meilleur tour, victoire. Dont de grands chelems. Les grands chelems, ce sont pole, meilleur tour, victoire et tous les tours menés. Il a aussi 1000 tours menés sur une saison, 100% des tours terminés cette saison, puisque la fiabilité était au rendez-vous de son côté à Max Verstappen, puisque du côté de Sergio Perez ça a été plus compliqué la fiabilité, aussi parce que Sergio Perez est foutu au tas. Et ce qui prouve aussi la puissance de Max Verstappen, c'est que le mec, il a aussi démarré parfois dans le paquet, il est toujours remonté, hein. Tandis que Sergio Perez il a eu du mal à remonter aussi également. Toi Loïc, ce que t'évoques cette saison 2023 de Max Verstappen en particulier? Bah c'est sans doute enfin il était au volant de la voiture. C'est pas la voiture la plus aboutie, parce que pour moi la voiture la plus aboutie c'est la la voiture juste avant le Covid. Ouais. Mais c'est la plus dominante, c'est l'écart avec le reste du plateau. En fait, c'est le duo pilote-voiture. Il y avait pas photo. Quand tout était bien et aligné, quand il n'y avait pas de problème, on va dire, de setup, bah en fait, c'était même pas si Max Verstappen va gagner. C'était est-ce qu'il va avoir tous les tours en tête ou est-ce qu'il va être un peu challengé par la stratégie. Mais il y a jamais vraiment eu de doute, et c'est de mémoire, c'est la première fois. Même Vettel n'a pas eu ça en fait quand il gagne quasiment tout avec Red Bull. Même Lewis Hamilton, il y avait pas trop eu ça. Hein. Ouais, il y avait Bottas Vettel aussi. Hein. Ouais. On a craché sur Bottas pendant des années. Ouais. Mais Bottas était un peu le garde-fou à ça. C'est-à-dire que quand Lewis avait un tout petit coup de moins bien, Valtteri était juste là derrière. Là aujourd'hui, il peut pas avoir de coup de moins bien par la domination, parce que derrière lui il y a toujours quelqu'un de son autre écurie, et du coup il y a quasiment pas cette saison il n'y a jamais eu de bataille quasiment de mémoire. J'ai pas eu une bataille sur plusieurs tours comme il y a pu avoir la saison dernière, hein, avec Charles en début ou fin de saison, mais là c'est là où ce qu'on disait à la fin du dernier Grand Prix, c'est que statistiquement, c'est peut-être la plus grande saison de tous les temps, et c'est sans doute la plus grande saison de tous les temps, parce que oui, il n'a pas 100% de podium, mais il a 90% de victoire ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est énorme. Après, ça s'explique par plein de choses, hein. Comme tu l'as dit, lui, il n'a pas eu de problème de fiabilité, sa voiture était la plus fiable, la plus rapide, pas de coéquipier. Donc ça s'explique, mais une telle domination, pour moi, c'est plus de la part de Red Bull au global, parce que au-delà de Max Verstappen, Perez a une P2 au championnat du monde constructeur. Pilote, pardon, alors qu'il fait... Enfin, je pense que c'est un des pilotes de la grille qui fait la bonne saison d'un point de vue général. Donc c'est là où Red Bull a fait très fort, et moi, ce qui me gêne le plus, ça m'a vraiment gêné, mais on a quand même
passer à cette réglementation pour éviter ces cas-là. Et j'ai l'impression que cette réglementation a provoqué la plus grande domination de l'histoire de la Formule 1. Donc, c'est un point où on va y venir effectivement après, après avoir parlé des pilotes, parce que j'avais notamment mis une question qui est volontairement provocante, provocatrice plutôt. Est-ce que aujourd'hui la domination de Red Bull n'est-elle pas en train de tuer la Formule 1? Parce que c'est un fait aujourd'hui de voir qu'on est dans une situation où Red Bull a juste excellemment travaillé dans une réglementation qui a été mise par la FIA et par d'ailleurs l'entièreté des écuries de la grille via les accords Concorde. Et puis finalement, on en est à ce point-là du côté de chez Red Bull. Et l'intérêt pour le sport, pour la bataille plutôt, pour la première place, et bah, il n'y en a qu'une qui est en train de se battre pour le titre de champion du monde, c'est Red Bull, à l'heure actuelle. Avant de parler de ça, bien sûr, en parlant de Verstappen, surtout par rapport à... Est-ce qu'on pouvait s'attendre, toi tu t'attendais, est-ce que Babychum réellement a une saison aussi folle et aboutie de Red Bull, et surtout de Verstappen ou pas? En vrai, bon, c'est venu assez rapidement. Ouais. C'est venu assez rapidement, tu vois, au bout de 3-4 Grands Prix, bon, t'es un petit peu dans la fatalité et de te dire que bon, ok, ils seront irrattrapables. Ouais. Mais après, de toute façon, à chaque début de saison, on espère toujours qu'on aura de la bataille, on espère toujours que ce sera ultra serré. On essaye de pas trop se fier aux essais hivernaux, qu'on scrute un petit peu à droite à gauche. On essaye de pas trop comparer les chronos, tout ça, mais au final, c'est compliqué. Ouais. Et bah, quand tu arrives là et que tu vois que dès les premières, deuxième courses, bon, bah, il n'y a pas débat, ouais, ça fait mal. C'est pas non plus la surprise de l'année, mais on se attendait peut-être un peu plus de bataille dès le lancement de la saison, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Et c'est ce qu'on peut espérer peut-être pour 2024 et encore. On va y venir, ça s'annonce extrêmement compliqué pour une potentielle bataille pour la première place, à l'exception bien sûr pour Red Bull. Il y a aussi un point qu'on avait commencé à aborder lors des précédents lives, surtout par rapport à Max Verstappen lui-même. On avait dit par le passé que c'était un peu lui le pilote du peuple, dans le sens où bah, il a évolué avec nous, il nous comprend d'une certaine manière par rapport à l'évolution de la Formule 1, parce que c'est un pilote qui est extrêmement jeune, encore une fois, 26 ans, c'est très jeune encore une fois dans le monde du sport, et pourtant Max Verstappen, eh bien, il est en Formule 1 depuis 2015, en saison. On dit en saison depuis 2015, Max Verstappen, chez Toro Rosso. C'est un pilote qu'on a vu évoluer, qu'on a vu grandir, et qu'on a vu même devenir roi. Et c'est intéressant aussi de voir ça, c'est qu'on a vu, nous, de notre vécu, l'avènement d'un pilote qui a tellement évolué au fil des années, qui est devenu beaucoup plus mature, au point de devenir aujourd'hui triple champion du monde. Et ça, c'est ça qui est extrêmement intéressant avec Max Verstappen, c'est que, est-ce que je dirais pas qu'on l'a appris à l'aimer? C'est un bien grand mot. Ah. Moi, c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. Après, je pense que... Enfin, il y a deux choses, c'est que le pilote, on peut que l'aimer parce qu'il est fort, enfin, et encore... en fait, ne pas l'aimer, ça veut pas dire que c'est un des seuls pilotes qu'on ne peut pas aimer sans dire qu'il est mauvais. Personne aujourd'hui peut dire que Max est un mauvais pilote ou qu'il est surcoté ou qu'il gagne que parce qu'il a la meilleure voiture. Il gagne parce qu'il a la meilleure voiture, mais il gagne parce que c'est le meilleur pilote dans cette meilleure voiture. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les mains de n'importe quel autre pilote, il peut pas l'amener aussi loin que peut l'amener Max Verstappen. Ouais. Moi, ce qui me gêne beaucoup chez Max Verstappen, c'est le côté un peu... sale qu'il peut avoir, et surtout ce qui me fait ne pas aimer entre guillemets Max Verstappen, c'est pas vraiment de sa faute, mais c'est la FIA. C'est que cette saison, il y a plusieurs cas où par exemple Perez qui se prend la pénalité le week-end dernier. On se souvient du dépassement de Max Verstappen sur Pierre Gasly à Zandvoort. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce genre de petites choses en fait où il n'a pas besoin de faire ça. On va dire que pour battre Lewis Hamilton, au moment où il bat Lewis Hamilton, peut-être que c'était sa seule voie, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas la meilleure voiture. Il devait un peu bricoler pour le battre, et il a bien fait. Mais à ces moments-là, en fait, on se dit toujours, et c'est pour ça que moi j'ai un petit X, c'est que par rapport aux autres grands pilotes, on l'a jamais vu en bataille. Fernando Alonso, on l'a déjà vu en bataille. Lewis Hamilton, on l'a déjà vu en bataille. Alors ça, je suis pas d'accord, parce qu'en en 2021, alors à l'exception d'Abu Dhabi, sur toute la saison, il s'est battu contre Lewis Hamilton. Hein. Enfin,
Au début de la saison Enfin, 2021, il se battait pas trop parce que Mercedes c'était vraiment pas à des années-lumière, mais était vraiment en grosse difficulté. Après, il y a eu le changement, il y a eu un turnover en interne du côté de la monoplace qui leur a permis de revenir sur le devant de la scène et se battre contre Verstappen. Mais Verstappen s'est battu contre Lewis Hamilton durant 2021 et pour moi, bah, d'ailleurs en plus Verstappen, et c'est d'autant plus intéressant aussi de voir ça, c'est que Verstappen, aujourd'hui, il est à son prime. Et avant d'être à son prime, Verstappen, il s'est battu contre Hamilton prime en 2021. Et il a battu, dans les faits, après Abu Dhabi c'est une autre histoire, mais dans les faits, il a battu Hamilton prime en 2021 en l'ayant battu sur la piste. Alors, il y a eu des actions et c'est pour ça que je trouve que on a presque appris à l'aimer Verstappen parce qu'en 2021 il a fait des actions de terror. Bah, il était quand même, c'était horrible hein, ce qu'il faisait Verstappen hein, sur Hamilton parfois. Hein. Mais il... c'est ça, voilà. C'est ça qui est gênant, c'est que oui, il s'est battu en 2021, mais on est d'accord que dans un monde où on applique les règles de la FIA à tout le monde, au Brésil, il se fait pénaliser largement. Ouais. Au Qatar, il se fait pénaliser largement. Mais le problème, en fait, c'est que son premier titre est entaché. Après, il n'y a pas de bataille et dans la globalité, les meilleurs, c'est dire qu'il a été avantagé et qu'il pilote agressivement, c'est pas le dénigrer, mais c'est juste de dire que moi, pour apprécier le Max Verstappen, il faudrait que j'ai sur une saison, sur plusieurs Grands Prix, des batailles où ça se passe bien. Et j'ai l'impression que là, ça se passe mieux parce que Charles, lui, il a assimilé ça, le fait que de toute façon, s'il y a un doute sur le fait qu'il me ferme une porte, il va me fermer une porte. Ouais. Donc en fait, il n'y va que quand il peut y aller à 100%. Et par exemple, j'ai le premier virage là, de ce Grand Prix en tête, c'est que c'est Charles à la place de Max. Max ne prend pas le virage. Donc c'est là où il est agressif. Il a trouvé la zone grise de la FIA. Hein. Peut-être que c'est même pas une question d'avantager ou quoi, mais c'est juste lui il a la zone grise. Il a trouvé exactement ce qu'il fallait faire dans les datas, etc. Mais il manque toujours ça pour rentrer dans le côté apprécier Max Verstappen parce que jusqu'à présent c'est 2021. Alors que tu sais que je suis pas du tout un fan de Lewis Hamilton. Hein, Ouais. Mais 2021, ça me reste un peu en travers. Et en fait, il n'y a pas eu ces moments-là encore depuis 2021 pour me dire, OK, il a grandi sur ce point-là. Et maintenant, c'est vraiment un pilote gestionnaire et qui est capable de régler et de comprendre en fait où mettre sa voiture sans mettre en danger les autres, quoi. Je donne un petit peu les messages de Break Magic quand laisser la parole à Baby Shum. Sa force, c'est qu'il a un impact psychologique sur les autres au point où il fait tellement peur que les autres le laissent limite passer. Hormis peut-être Charles Leclerc ou Lewis Hamilton. Même Lewis Hamilton, hein, il a la flemme de se battre en ce moment. De toute façon, il a envie. Cette saison, Lewis Hamilton, on va en parler dans le débrief de Mercedes, mais il avait une flemme monumentale de faire quoi que ce soit. Parfois, à certains moments. Moi, je pose une question en 2024. Il refait la même saison que de 2025 à force de n'avoir aucune bataille où il va se laisser, où il va peut-être se lasser Max Verstappen. Je pense qu'il quittera pas la Formule 1 en 2025. Très sincèrement. Oui, Max se prend un 25-0 à Silverstone. Il grève à Bakou. Il se fait détruire par Bottas en Hongrie. Il mérite largement son titre. Il a été très malchanceux. J'ai pas dit le contraire. Moi, je parle juste d'Abo 2021, Naufel. Et Baby Shum, toi, est-ce que tu rejoins un peu ce que dit Loïc ou toi, tu as un avis bien perso à toi par rapport à Verstappen? L'avantage qu'on a eu, et c'est l'avantage de commencer à se faire vieux aussi, c'est qu'il reste plus beaucoup de pilotes que je me souviens pas de leur début sur la grille, quoi. Oui. T'as Alonso, quoi. Où j'étais encore gamin à ce moment-là, mais Verstappen est arrivé en F1, on l'a tous vu en même temps commencer, en tant que petit bébé. Très petit bébé. Et maintenant, c'est un homme triple champion du monde. En fait, on l'a vu grandir, je l'ai détesté au plus haut point, je l'ai insulté au plus haut point. Et putain, maintenant, qu'est-ce que je l'aime. Il a gagné tout mon respect en fait au fil du temps et encore plus cette année. Ouais. Vraiment, encore plus cette année. Je suis beaucoup moins critique envers lui. Honnêtement, après, je rejoins un petit peu Loïc sur le fait que oui, ok, il manque de la bataille, mais il manque de la bataille régulière en fait. Et c'est pas par sa faute, c'est ça en fait. Non, c'est pas de sa faute. Ouais. C'est comme ça, il domine, c'est une hégémonie. Bah écoute, maintenant bonne chance aux autres pour pouvoir refaire leur retard et se battre avec Max, mais c'est juste que bon, on s'est contenté en fait de quelques brides, justement avec Charles Leclerc et on a vu ce que ça a donné en fait. Ouais. On a vu ce que ça a donné et moi je suis 100% pour
je pense qu'on est 100% pour voir aussi ce genre de bataille à l'avenir. Bien sûr. Donc on espère que Ferrari aura le niveau pour mettre une monoplace au niveau de celle de la Red Bull pour qu'on ait vraiment des courses avec des batailles comme celle-ci sur toute la durée d'un Grand Prix, parce que vraiment ça serait juste incroyable. Non, et puis c'est surtout que je disais pilote du peuple, ouais, parce qu'en même temps je me retrouve dans ces déclarations. C'est exactement là, j'allais en dire. Ouais. Tout aussi en fait cinglantes, mais véridiques en soi sur ce que est la F1 aujourd'hui et sur ce qu'il aimerait que la F1 soit aujourd'hui. Et je partage totalement son discours, et c'est pour ça que je pense aussi que je le respecte de plus en plus. C'est que bah en fait il parle comme si que c'était moi qui étais devant mon écran nostalgique de me dire putain c'était mieux avant en fait. Ouais. Et que avant on se plaignait pas, avant c'était coup de roue, avant c'était à l'ancienne quoi. C'était à l'ancienne et on aimait ça. Et je pense que Verstappen est né 20 ans trop tard. Ah ouais, à ce point. Je pense que tu le mettais sur la grille début 2000. C'est pas le niveau du papa. Hein. Tu mets un Max Verstappen début des années 2000. T'inquiète pas que ça te fait des batailles avec des Schumacher et des Montoya en piste. Je pense qu'on a des duels absolument épiques de fou furieux. Hein. Ouais. Moi, je suis sur le côté né trop tôt. C'est quand même un pilote qui se plaint beaucoup, faut pas l'oublier. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui bouge un peu, c'est que oui, c'est un pilote qui est dur, qui est agressif, je suis d'accord dans le style, mais par contre, il accepte pas ça pour lui. Moi, c'est ça qui me gêne aussi, tu vois. T'as raison sur le reste, mais sur le côté pilote des années 2000, je suis pas trop d'accord avec ça, tu vois. Il fait des moves que des pilotes faisaient avant. Ouais. Oui, mais justement, tu vois, d'emmener au large, t'allais tasser sur le vibreur, tu le vois moins aujourd'hui, mais lui, tu sens que bon, il va te le faire, comme tu le dis, tu sais, à la limite réglementaire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement, tu disais qu'il aimait bien jouer avec la FIA. Je pense qu'aussi, il adore jouer avec ça, il adore provoquer. Tu vois, justement, au niveau des. Dans les stands, notamment, tu vois, à doubler tout le monde par la droite, bah les couilles, vas-y, go, on y va, quoi. Tu vois, c'est de la provoque. Tu sais que ça va faire réagir. Sur ça, je suis d'accord. C'est plus sur le côté, tu vois, pour moi, pilote des années 2000, c'est les Fernando Alonso, les Schumacher qui se mettaient limite des coups de roue dans la ligne droite, mais qui se disaient, ok, c'est dans la règle, on accepte ça, moi je te fais ça, tu me fais ça, on l'accepte. Max, c'est quand même un pilote qui se fait dépasser et qui va dire, ah, il m'a poussé en dehors de la piste, alors qu'il a la place, enfin, tu vois. Moi, c'est plus ce côté, tu vois, où oui, il va être dur, mais il va pas accepter qu'on soit dur avec lui. C'est comme le joueur de foot qui va mettre des semelles à plus savoir comment faire. Tu lui frôles la cheville, il fait il se roule 4 fois par terre et il dit il y a carton rouge, tu vois. Ouais. C'est ça qui me gêne un peu aussi dans le personnage. Après, c'est pareil pour toute domination, j'ai envie de te dire. Quand tu es confortablement en tête, tu n'acceptes pas. Tu acceptes en tout cas difficilement de te faire marcher dessus. En fait, justement, ces reproches-là qu'on fait à Max Verstappen, en fait, c'est les mêmes reproches qu'on a fait pendant 5 ans à Lewis Hamilton. C'est les mêmes reproches, alors hors réseaux sociaux, mais moi j'ai connu ça sur Dailymotion à l'époque, pour ceux qui connaissent, qu'on faisait à Schumacher à l'époque. Ouais. En fait, c'est se dire, putain, t'es tellement devant qu'en fait, s'il y en a un qui vient te faire chier, bah tu vas pas être content. T'as envie de te battre, mais en même temps, t'as envie de rester devant, t'as envie de rester dominateur, et t'as pas envie qu'on vienne t'emmerder. En fait, t'as envie d'être maître de la bataille, d'être maître de ce qui se passe en piste, tu vois. Et ça fait des comparaisons par rapport à d'autres pilotes aussi. Hein. Et ça fait la comparaison avec d'autres pilotes, notamment Rémi dans le chat te dit tu prends Leclerc, il sera peut-être. Moi je dis il sera peut-être, mais lui il dit il sera jamais champion car il est trop clean. Il y a qu'à avoir le départ à Abu Dhabi, il force même pas, il a laissé passer Max Verstappen. Je vois la comparaison et c'est là aussi on voit l'assurance que peut avoir Max Verstappen par rapport à d'autres pilotes. Et peut-être le dessus psychologique, c'est-à-dire que Verstappen, on sent qu'il est, oui, au-dessus, mais que personne peut-être n'ose aller le défier et le mettre en difficulté. Et que quand Verstappen va attaquer, les autres se disent peut-être déjà, bon, c'est déjà perdu d'avance avec lui, je le laisse passer. Ou je vais moins être dans la défense. C'est ça, c'est que il a, en fait, avec les années qu'il a passées, je sais pas si on s'en souvient, mais ses premières années, il a 17 piges, il va insulter Romain Grosjean qui a 31 ans, lui disant qu'il sait pas conduire et que c'est pas un bon pilote de Formule 1, alors que Romain Grosjean, à l'époque, c'était quelqu'un qui sortait de podium, etc. Donc c'est quelqu'un qui a toujours eu ça et qui aujourd'hui, en fait, par rapport à ce qui s'est passé en 2021 et même ce qui s'est passé avant, c'est un pilote qui a déjà jamais été remis en question par son écurie. On peut penser à l'accident qu'il y a eu à Bakou avec Daniel Ricciardo, où Ricciardo est derrière, il veut lui faire les freins, et sauf que
il zigzague devant lui et du coup, il lui enlève l'air et il y a un gros crash. Ouais. Il y a déjà ça. Et puis, il y a le côté où lui sait que dans tous les cas, la FIA va être plutôt clémente avec lui, de manière générale. Et qu'en plus, là, par exemple, il est toujours dans le côté de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Là, par exemple, avec Leclerc, il y avait rien à perdre. Lui est déjà champion du monde, Leclerc jouait encore le championnat constructeur. Il arrive toujours à cet état d'esprit, dans cette position de j'ai rien à perdre. En 2021, c'était à Lewis, bah moi, de toute façon, j'ai pas grand chose à perdre, c'est toi qui es devant, c'est toi qui es la meilleure voiture. C'est un peu la même chose dans les années d'avant, il allait chercher quelques victoires à gauche à droite où il avait pas la meilleure voiture, mais il arrivait toujours à mettre ce rapport de force à Lewis ou à Bottas. Vous jouez le championnat du monde, moi je joue la course. Et c'est là où il est très fort, il arrive toujours à faire ça parce qu'il y a une telle domination aujourd'hui et les écuries derrière ont un tel retard, c'est qu'aujourd'hui, Max Verstappen seul bat les autres écuries. Donc en fait, à mi-saison, le championnat du monde constructeur était fini, le pilote c'était pas très loin non plus, donc les autres se battaient pour les places qui restaient et lui avait plus d'enjeu dans ses courses, mis à part gagner la course quasiment. Ouais. Donc c'est là où il est très fort et en fait il comprend vite ça, il a tout de suite mis ça en place et c'est là où le pilote est très fort, mais psychologiquement aussi, son approche des courses, son approche, même au-delà des courses, mais des duels, est tellement fort que beaucoup de pilotes, en fait, ils se disent, bah, ok, bah, je lâche parce que moi, j'ai une course, j'ai pas envie de prendre ces risques-là, de ramener la voiture au garage. Et lui, il se dit peut-être la même chose, mais il se le dit plus tard, ou il se le dit peut-être même pas du tout, parce qu'il a tellement d'avance aujourd'hui qu'il est, je pense, au-delà de ça dans les calculs. Et c'est vrai que tu dis c'est un faux débat, Senna était pareil et tout le monde l'adore. Alors non, pas tout le monde l'adore. Hein. Senna, il faisait des tentatives de M hein, quand même. Hein. Sur Alain Prost, c'était des tentatives de s'occuper de la vie d'Alain Prost quand même. Hein. Mais on le romantise beaucoup aujourd'hui parce que ce qui lui est arrivé est dramatique et il est en conduisant, donc on le romantise beaucoup. Mais Senna, c'était pas quelqu'un qui était forcément apprécié dans le paddock. Oui. Et qui buvait des coups. Senna, c'était comme Niki Lauda un peu. Hein. Bah, c'est un pilote qui ramenait la voiture, qui l'amenait, il voulait l'amener au plus haut possible. Et peu importe qui avait sur la route, il voulait gagner. Ouais. Donc, et c'est pas la même époque non plus. On n'a pas le même rapport aux blessures. À l'époque de Senna, un mort sur un circuit, c'était dramatique, ça restait dramatique. Mais un blessé, etc., c'était beaucoup plus courant. Les pilotes conduisaient avec ça toujours dans un coin de la tête. Ouais. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de pilotes, même s'il y a eu des accidents dramatiques, mais beaucoup de pilotes n'ont plus ça en tête. Et surtout, les téléspectateurs, on ne veut pas voir ça en Formule 1, en fait. Ce qui s'est passé avec Romain Grosjean, je pense que pour beaucoup de fans de Formule 1 dans le monde, c'était les 3 minutes les plus longues et les plus angoissantes de leur vie, quoi, parce que on veut pas participer à ce genre de choses. Et je pense qu'on romantise beaucoup les pilotes d'avant, alors que il y a à boire et à manger, et surtout les contextes sont pas les mêmes, quoi. Ouais, même lui il le dit qu'il aimerait avoir peut-être plus d'adversité par rapport à Max Verstappen, c'est vrai. Il y a aussi un point qui est intéressant par rapport à Max Verstappen, c'est surtout qu'il est présent dans l'univers Red Bull depuis 2014, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même assez loin, et pourtant il n'a que 26 ans, il arrive extrêmement jeune dans l'univers Red Bull. N'oublions pas que Verstappen, il avait le choix pour entrer dans l'univers Formule 1 de choisir entre Red Bull, mais également avec Mercedes. Il faut savoir que jusqu'à 2021, Verstappen était toujours assez proche de Mercedes dans les discussions, potentiellement pour un avenir qui pouvait l'amener du côté de chez Mercedes d'ailleurs. Même au moment de 2021 d'ailleurs, il faut le savoir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un avis assez perso, mais aujourd'hui, le fait qu'il soit triple champion du monde avec Red Bull, c'est quand même une certaine récompense de sa patience, Baby Chou, mais le fait d'avoir quasiment, entre parenthèses, hein, toujours cru en Red Bull depuis 2014. Patience, oui, dans un certain sens. Oui. On va dire patience, parce que oui, comme tu le dis, il est dans le giron depuis pas mal d'années. Après, le nombre de saisons où il a failli se barrer aussi. Il a failli se barrer chez Ferrari plusieurs fois, voilà, je tiens à dire. C'était quelle saison? C'était 2018, non? Je crois 2018. Il a sa clause, sa clause de performance avec ses abandons avec le moteur. Ouais, il y avait une clause de performance Verstappen en 2018, je crois, et s'il ne gagnait pas un Grand Prix en début de saison, il pouvait se barrer et signer chez autre part, et donc il avait signé notamment peut-être, je crois, un pré-contrat avec la Scuderia.
Et il gagne le Grand Prix de Belgique 2018. C'est derrière, bah, sa contrat ne saute pas, elle reste. Et du coup, il est resté avec Red Bull. C'est ça, oui, c'est le fruit forcément de nombreuses années. Ça passe vite en F1. Hein. Ouais. On se rend pas compte, mais les saisons passent à une vitesse absolument folle. Et là-dessus, bah, il y a de la patience, il y a aussi du formatage au giron Red Bull, avec toutes ces années-là, évidemment, à la direction, évidemment. Et oui, il faut s'armer de patience. Ça n'a pas été toujours rose avec Renault, mais il est quand même resté, il a quand même gagné. Et je pense qu'il était intimement convaincu que Red Bull allait tout faire pour qu'il puisse aller chercher un titre mondial. Le tout était de savoir quand, et bah, ils ont saisi l'opportunité dès qu'ils l'ont eu, tout simplement. Toi, Loïc, est-ce que tu sentais que peut-être que la patience allait payer pour Max Verstappen en devenant même triple champion du monde? Moi, très sincèrement, je pensais qu'il allait seulement, entre guillemets, devenir double champion du monde, mais de là à devenir triple, et de là à ce qu'ils deviennent... Est-ce qu'ils sont en passe, d'ailleurs, Max Verstappen, de devenir l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, hein, d'ailleurs, hein, parce que là, le rythme qu'il a, c'est plus grand que Lewis Hamilton, hein, d'ailleurs, hein, Loïc. Oui, c'est sûr que ce qu'il fait actuellement avec Red Bull, c'est impressionnant. Et je pense que au-delà de Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton est tellement dans une autre galaxie avec ses titres avec Mercedes, mais à l'heure actuelle, oui. C'est plus dans la domination, dans le côté, en fait, j'ai quasiment regardé tous les Grands Prix depuis le début de l'ère hybride, toutes les saisons, et c'est hallucinant cette saison, en fait. C'est limite, on regarde, enfin, ça servait à rien de faire quoi à Max Verstappen, parce que si la voiture était capable d'aller au bout de la course, il gagnait dans 99% des cas. Donc ça, c'est autre chose. Après, sur sa fidélité, c'est un bien grand mot quand on sait les rapports de force qu'il a mis en place avec Red Bull et surtout son père, où ils le font monter rapidement, parce que s'il monte pas rapidement, il part. Il se permettait dans ses jeunes années le nombre de voitures, d'accidents qu'il a provoqué. J'ai en tête à Monaco, il éclate 2 fois sa voiture. L'accident avec Grosjean. Il y a beaucoup de choses, et je pense qu'au-delà le terme fidélité est un peu exagéré, mais par contre c'est un pilote qui a toujours eu un rapport de force favorable avec Red Bull, et quand on sait comment gère les pilotes la filière Red Bull, ils ont un quadruple champion du monde qu'ils ont fait sortir par la petite porte quand même avec Sébastien Vettel, en mettant Daniel Ricciardo, et on voit comment Daniel Ricciardo aussi a pas été dégagé, mais bon, ils l'ont pas retenu, et ils l'ont fait rentrer par la petite porte. C'est d'une manière assez, humiliante, c'est un bien grand mot, mais bon, il n'est pas rentré par la grande porte, quoi. Ils n'ont pas accueilli les bras ouverts. Donc, au-delà du côté fidélité, c'est plus, en fait, c'est quasiment son père, le directeur sportif de l'écurie, qui s'occupe du line-up des pilotes avec Helmut Marko. Mais en fait, je pense qu'il a vite compris que, avec la mentalité, avec l'image qu'il avait, c'était qu'avec Red Bull qu'il pouvait gagner de toute façon. Je pense pas que d'autres écuries le voulaient, c'est sûr, mais je pense qu'il a compris que d'autres écuries ne seraient pas capables de supporter ce type de personnage et de management, parce que c'est un peu comme un... Notamment une certaine Scuderia Ferrari, forcément, on peut y penser. Hein. Je pense qu'on met Verstappen chez Ferrari. Oui, les avait toutes les 30 Ferrari. secondes. Ah, mais... Tu mets Verstappen chez Ferrari à l'époque d'Arriva Bene, ça part en MMA direct. Hein. J'ai entendu dire. Verstappen chez Ferrari, ça se passerait pas comme ça. T'avais un Fernando Alonso, en termes de toxicité, en termes de personnes détestables qui met la pression à tout le monde. Il n'est pas arrivé à faire ce qu'il voulait chez Ferrari. Je pense que Max Verstappen, avec 0 titre, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut chez Ferrari. Hein. Donc je pense qu'il a eu cette intelligence-là de se dire, ok, de toute façon, pour ce que je vais faire, il y a quasiment que chez Red Bull, parce je pense que ça a pris du temps à installer ce rapport de force. C'est pas évident d'être si puissant, parce que même aujourd'hui, Lewis Hamilton n'est pas si puissant que ça chez Mercedes. Hein. Ouais. Il a beaucoup de garde-fous chez Red Bull. Je pense que Max Verstappen peut faire ce qu'il veut. Il est très bien et il a réussi, et c'est aussi une force, parce que aujourd'hui, s'il en est là, c'est en partie grâce à lui, parce que il a tué une filière. La filière Red Bull, elle est morte aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus
il y a quasiment plus personne qui va sortir le contester sur les 3-4 prochaines années. Il y a des pilotes prometteurs, mais je pense qu'ils arriveront chez Red Bull. Et c'est pour ça que justement, dans la filière Red Bull, quand même, on a eu une traversée du désert exceptionnelle parce que Max Verstappen, ça ne sort pas comme ça tout le temps, tous les jours. Là, on a atteint un pilote exceptionnel au talent immense et qui n'est peut-être inégalable dans le monde du sport automobile, quoi. Et puis, en fait, quand tu te mets à côté de lui, comme Pierre Gasly, qui est pas un talent générationnel, il sera peut-être jamais champion du monde de Formule 1, mais par contre, il est capable de faire le taf de Sergio Pérez très largement. Mais par contre, en fait, quand il arrive chez Red Bull, Verstappen, il fait comprendre à tout le monde que Gasly, c'est pas l'enfant roi, hein, c'est pas l'enfant prodige. Et en fait, il le sape. Et en fait, après, à partir du moment où tu casses Gasly, Tsunoda est trop jeune. Et c'est dur après d'avoir une voiture de ce niveau-là, de se préparer parce que c'est une anomalie qu'un pilote gagne plus que toutes les autres écuries. Aujourd'hui, Verstappen a plus de points que Ferrari et Mercedes. Mais en fait, tu as besoin d'un numéro 2, donc tu vas plus facilement mettre un pilote expérimenté comme Sergio Pérez qu'un jeune pilote de ta filière comme Tsunoda. Ouais. Et c'est là où, en fait, année après année, tu bouges la filière. Tsunoda, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est chez Alpha. AlphaTauri sans prouver grand-chose. T'as mis des Albon, mais en fait, ils sont restés en Formule 1 parce que c'est des bons pilotes, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer chez Red Bull. Et en fait, aujourd'hui, t'as un espèce de gap générationnel entre Isaac Hadjar et Tsunoda, quoi. T'as 4-5 ans où il ne s'est rien passé et du coup, les pilotes sont un peu délaissés de la filière Red Bull. Et Verstappen a un peu peut-être tué tout ça, si on peut dire ça ainsi. Et c'est vrai qu'il n'a peut-être aucune concurrence en Formule 1, bien sûr, et du côté aussi également de chez Red Bull, ce qui en fait d'ailleurs un triple champion du monde avec une force mentale et de caractère qui lui permet de s'imposer et d'être intouchable, surtout du côté de chez Red Bull. Dans cette même saison qui a été donc parfaite du côté de chez Max Verstappen, elle a été un peu moins parfaite de l'autre côté du garage. C'est forcément la saison de... où est-ce qu'il est le tonton américain il est là, 3, 2, 1. Il est ici, cet homme-là. Bon, Sergio Pérez, ça n'aura pas été une saison simple, Baby Chum et Loïc et même le chat, puisque il devient vice-champion du monde, oui, ce qui est d'ailleurs, encore une fois, je le rappelle, un fait qui n'est jamais arrivé, une action qui n'est jamais arrivée du côté de chez Red Bull, et ça, encore une fois, c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte. Ils ont réalisé une chose qui est historique de leur côté, du côté de chez Red Bull, mais qu'est-ce que ça a été laborieux quand même, Baby Chum, pour Pérez, qui était... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais oui, t'as raison. Ouais. Je réagis justement à ce que tu disais. Oui, mais c'est qu'est-ce que ça a été laborieux quand même pour aller chercher une deuxième place qui aurait dû être acquise il y a bien longtemps. Je rappelle que ce bail de vice-champion du monde est arrivé après le Brésil, si je me trompe pas, ou à Las Vegas. Pérez, l'ultimatum. Non, je veux dire que le fait que Pérez soit devenu vice-champion du monde, c'était à Las Vegas ou au Brésil? Ah, Las Vegas. C'était à Las Vegas, donc à l'avant-dernier Grand Prix de cette saison 2023 de Formule 1, quand même. Voilà. Ça montre quand même une saison globalement catastrophique. Je pense qu'on a quand même assisté. On a quand même aussi... faut rendre à César ce qu'il y a à César. On s'est quand même foutu pas mal de fois de la gueule de Bottas à l'époque. Ouais. Là, je pense que cette saison 2023, c'est l'une des pires pour un second pilote. Ouais. Je pense que c'est une des pires de l'histoire. Clairement, à tout point de vue, quoi. Et Pérez a été en fait difficilement défendable cette saison sur ses performances. Certes, il y a cette monoplace, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose qui parle en sa faveur cette année, quoi. Ouais. Surtout, c'est que la monoplace n'est pas forcément faite pour lui, ça on peut l'entendre. Mais de là, il y a un moment dans la saison, et pas au début de saison, il est battu par Albon pour le nombre de Q3. Ouais. Et autant tu te fais battre par Alonso, par Lewis, par Charles, par Sainz, par Russell, je te dis ok. Là, Albon, c'était un taco qu'il avait à un moment. Donc, c'est surtout en fait le côté où la domination de Red Bull est technologique, mais en fait, tu l'as fait. Enfin, c'est très bizarre la manière dont lui arrivait pas à la conduire et c'était pas. Enfin, t'avais pas l'impression que la voiture était inconduisible non plus. C'est là où
en fait, il y avait une double lecture où tu te disais, elle est peut-être technique à conduire, etc. Mais en fait, à un moment, tu dois faire mieux. Et surtout, il y a la meilleure voiture Ouais. dans la pire écurie. Le pilote qui est devant lui fait l'envoi à des endroits improbables, comme peut le faire Alonso, comme peut le faire Lewis. Mais toi, en fait, on te demande juste d'être P2. Et il a quand même été peu de fois P2. Hein. Et en fait, il réussit à avoir cette P2 au championnat du monde en profitant du fait qu'il n'y a pas non plus d'écurie de deuxième force du plateau d'une manière indiscutable. Parce que tu as eu des P2 de Fernando, de Lewis, de Charles, de Sainz. Mais en fait, dans la globalité, c'était régulier. Il a cette chance-là pour sauver la deuxième place. Parce que s'il y a une écurie qui est largement deuxième, je pense qu'il n'est pas P2 du championnat, il est P3 ou P4, quoi. Ouais. Et surtout que quand tu regardes les statistiques de Sergio Perez durant la saison 2023 de Formule 1, alors les qualifications on va y venir, mais ne serait-ce que juste en course, quand il faut marquer des points, Monaco il met 0 points, puisqu'il y a son crash en qualification, et c'est à partir de ce moment-là où c'est le downfall total de Sergio Perez. En Australie, c'était une course qui était un peu spéciale, il termine 5ème, mais il met que 11 points. Il est vainqueur en Azerbaïdjan et il est vainqueur aussi du côté de l'Arabie Saoudite, et c'est tout pour Sergio Perez. Après il y aura Monaco 0 points, 12 points du côté de l'Espagne, 9 points seulement du côté du Canada. En Autriche, c'est de retour sur le podium quand même après Miami. Et puis ne pas oublier que le Grand Prix de Miami est terrifiant pour lui parce que Verstappen partait loin, lui partait en pôle et il se fait déposer par Max Verstappen durant ce Grand Prix de Miami. Et puis surtout, il y a l'enchaînement Singapour, Japon, Qatar, États-Unis où c'était pas fantastique, il termine 4ème, Mexique où là c'est un downfall assez important. Où là en fait, il y a réellement plus de performance, sans compter les qualifications bien sûr, mais Miami, réellement pour Sergio Perez, ça a été le turnover baby choum pour lui, où Miami il a été foutu, il s'est mis, ça lui a cassé quelque chose psychologiquement parlant quoi. Bah, c'est peut-être là qu'il a compris qu'il n'aurait rien, en fait, qu'il n'aurait le droit à rien en tout cas chez Red Bull. Ouais. Et que peu importe si au bout de 4 courses il était ex aequo en termes de points avec Max Verstappen, que dans tous les cas Verstappen serait beaucoup trop fort en fait pour lui. Le truc c'est que il s'est senti pas mal utile sur les 2 saisons précédentes, comme il le dit, hein, si Verstappen était double champion du monde, c'était en grande partie grâce à lui, c'est pour moi qu'il le dit, c'est Sergio. Et par contre, ouais, cette saison, il n'a servi à rien. À rien du tout, malheureusement. Mais il a plus posé le problème à Red Bull que Red Bull avait besoin de lui, quoi. Il a plus mis à mal Red Bull qu'autre chose. Maintenant, moi, je parle évidemment que l'aspect de ce qu'on voit en piste. Et en piste, c'est sûr que ça n'a clairement pas été au niveau d'une voiture championne du monde. Ça c'est clair net. Il y a des numéros 2 qui n'avaient pas forcément la même voiture que des champions du monde par le passé, qui ont fait de meilleurs résultats avec une voiture qui ne leur convenait pas. Là, Perez, on ne parle pas justement d'un Albon ou d'un Gasly qui ont été jetés au feu beaucoup trop tôt vis-à-vis de Verstappen. On les a envoyés à l'abattoir beaucoup trop vite. Là, Perez avait quand même pas mal de bouteilles en Formule 1. On s'attendait à ce qu'il y ait des saisons compliquées, certes, comme sa première chez Red Bull, mais on se disait que limite sa première saison chez Red Bull, ça allait être limite la pire. Et on se rend compte que 2023 est arrivé et au final, ça ne l'a pas grandement aidé. La seule chose qui le sauve, c'est d'avoir rempli l'objectif de l'écurie à l'avant-dernière course de la saison, de se mettre autant en difficulté. Donc il peut remercier quand même sur sa saison le fait qu'il n'y ait pas eu de seconde force concrète tout au long de la saison. C'est aussi ça qui lui permet d'être vice-champion. C'est ça aussi, et c'est que là je suis en train de regarder les statistiques en qualification de Sergio Perez, et je vais pas vous cacher que les statistiques de qualification, les statistiques en qualification de Sergio Perez sont effrayantes et même effarantes pour un pilote qui avait entre les mains la voiture la plus dominante de l'histoire de la Formule 1, je tiens réellement à le rappeler, parce que Sergio Perez en qualification cette saison ça a été compliqué. Alors il est bon de rappeler que oui bien sûr Sergio Perez n'est pas un pilote de qualification mais aussi un pilote en course. Alors on me dirait qu'en saison 2024 dans cette saison 2023 de Formule 1, Perez en course n'a pas été aussi excellentissime alors qu'il avait en main les RB19. Mais rendez-vous compte que Sergio Perez, qui a quand même tout de même terminé vice-champion du monde 2023 de Formule 1,
et bien même il a certainement été l'un des pires vice-champions de l'histoire de la F1 en termes de statistiques et en termes de performance, parce que rendez-vous compte que le vice-champion du monde 2023 de Formule 1, sa place médiane sur l'ensemble de la saison au départ, sur une grille de départ, eh bien sa place médiane au départ des Grands Prix sur toute la saison, c'est 9ème. Oui, 9ème. À titre d'exemple, Hamilton, qui est derrière lui au championnat du monde, partait aux alentours de la 5ème place, Alonso 7ème avec une AMR 23, Charles Leclerc 3ème, Lando Norris 7ème, Carlos Sainz 5ème, George Russell 8ème, et voilà pour les pilotes qui sont devant lui. Piastri part, lui, également, quasiment à égalité à 9,5 places sur sa place médiane au départ, mais est quasiment au niveau de Sergio Perez, alors que Oscar Piastri, je tiens à rappeler qu'au début de la saison, Oscar Piastri n'avait pas de voiture avec McLaren. Voilà, comme ça vous avez le contexte. Et pourtant, avec la réussite d'Oscar Piastri, eh bien il a réussi tout de même avec son niveau, et eh bien à aller se qualifier sur une place médiane en moyenne, effectivement, de la 9ème place. Et à titre d'exemple aussi, Perez donc est en moyenne 9ème sur l'ensemble de la saison, et bien sachez que Pierre Gasly, lui, partait en moyenne 10ème. Donc avec Alpine, Gasly, avec une voiture qui était réellement pas bonne en qualification, et une voiture qui était réellement au dents de scie durant toute la saison, on comprenait pas réellement où elle était réellement la performance de sa voiture de l'Alpine durant toute la saison, et bien quand même Pierre Gasly, il a réussi à se qualifier en moyenne sur la saison entière 10ème. Alors que Perez, lui, c'est 9ème seulement, alors qu'il avait entre les mains la meilleure voiture de l'histoire de la Formule 1 en termes de statistiques, en termes de performance quand même. Ça fait extrêmement mal forcément sur la saison de Sergio Perez quand tu regardes effectivement les statistiques en qualification, et ça prouve effectivement à quel point Sergio Perez était en énorme difficulté en performance bien sûr, mais aussi il n'arrivait pas à se sortir des situations, et c'est assez effarant. Et encore une fois, à titre d'exemple, sachez que Nico Hülkenberg partait en moyenne 11ème, Perez 9ème, Hülkenberg qui avait la charrette qui était la Haas, hein, bien sûr, on n'oublie pas. Et que... Voilà, ça fait beaucoup quand même pour Sergio Perez là quand même. Hein. Bah, et surtout qu'il pas des courses parce que la Red Bull n'était pas, parce que Max a pas fait à 17 victoires ou 18, mais il n'a pas 18 pôles ou 20 pôles. C'était une voiture qui sous-performait un peu en qualification. Mais il a 19-12, hein, je crois. Verstappen ? Ouais. Je vais te dire je ça. Crois. C'est pas mal. Faut que je crois. Hein. Non, mais 12, c'est beaucoup. Hein. Oui. Et c'est pas mal, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au fait que la voiture est la plus dominante et la meilleure, avec l'avance qu'il avait en fait à chaque course, a sous-performé un peu en qualification. Oui. Par contre, en course, il était intouchable. Ouais. Elle n'usait pas les pneus, elle n'usait pas le moteur. Et Perez, en fait, n'a jamais fait une course où il est remonté d'une manière fracassante, quoi. Et tu peux dire, elle est moins bonne en qualification, même pour Max. Moi, je suis moins fort que Max, elle est moins faite pour moi. Je subis plus l'impact. Mais par contre, en course, il a eu 0 impact. Et il y a des moments où, entre les erreurs de pilotage, les faits de surconduire, les accidents, etc., c'était risible. Et oui, comme l'a dit Bélichoum, lui est le grand gagnant du fait qu'il n'y ait pas eu de deuxième force et que Fernando Alonso n'ait pas eu la même voiture sur toute la saison. Parce que sinon, Fernando Alonso est vice-champion du monde. Ouais. Et il n'y a pas de débat, quoi. Et si Fernando est vice-champion du monde, on sait tous que Perez est plus chez Red Bull. Donc, c'est là où c'est un vice-champion par défaut, comme Mercedes, c'est un peu un vice-champion du monde constructeur par défaut. C'est que sur l'ensemble de la saison, je pense que d'un point de vue performance individuelle, Max est devant lui, Charles et Sainz sont devant lui, Lewis est devant lui, Fernando est devant lui, Albon est devant lui, il y a quasiment la moitié des pilotes de la grille qui sont devant lui alors qu'ils ont une moins bonne voiture. Donc c'est quand même inquiétant. Et j'espère pour Red Bull que la saison prochaine, ils auront autant de marge. Parce que s'ils se retrouvent à batailler, avec l'état dans lequel est aujourd'hui Perez psychologiquement et sportivement, je suis pas sûr qu'il puisse te rendre des services comme il t'a rendu des services par le passé. Hein. Et c'est ça qui va être extrêmement problématique parce que là, cette saison, je pense qu'on... J'allais te poser la question, est-ce qu'il n'est pas passé loin de la correctionnelle Sergio Perez? Je pense que oui. Mais c'est moi où je me pose la question, c'est pourquoi on a gardé Sergio Perez alors, finalement?
Parce qu'il y avait d'autres choix qui pouvaient être arrivés, hein. Le retour de Ricardo, on va en reparler bien sûr, mais est-ce qui a pu mettre à mal psychologiquement Sergio Perez. Mais pourquoi on a gardé Sergio Perez finalement durant cette saison, alors que, encore une fois, par le passé, Red Bull est venu foudroyer des pilotes comme Pierre Gasly, comme Alexander Albon, en les virant comme des malpropres d'une certaine manière du côté de chez Red Bull. Pourquoi on a gardé Sergio Perez finalement? Faute de mieux, comme le dit Odier? Ouais, par défaut. Faute de mieux, et surtout c'est l'idiot utile entre guillemets de Max Verstappen. C'est qu'aujourd'hui il est sûr d'avoir un pilote qui a un standard de performance correct, même si cette saison elle est nulle, mais bon, il est deuxième pilote du championnat du monde pour assurer le titre constructeur, même si cette saison il n'y avait pas besoin. Et surtout, en fait, il n'a jamais de concurrence avec Max. Max, il adore travailler avec Sergio Perez parce que quand on lui dit de le laisser passer, il le laisse passer. Ouais. La solution inverse, ça se passera jamais. Et en plus, bah, à l'instant T, ils ont la meilleure voiture. Ils ramènent de l'argent. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas péril dans la demande chez Red Bull. Et ils se disent, et toute la Formule 1 et le monde du paddock dit qu'a priori, la saison prochaine, c'est pas fait pour être une saison où Red Bull va diminuer en performance. Potentiellement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de grand intérêt à changer. Et surtout, pour mettre qui tu mets un Fernando Alonso qui est peut-être le pilote qui fait la meilleure saison derrière Max. Bah, c'est pas possible. Lewis, c'est pas possible. Russell, c'est pas possible. Gasly, Ocon, c'est pas possible. Tu vas pas mettre un rookie. Je pense que même Daniel Ricciardo aujourd'hui, ça serait quand même un terrible aveu d'échec de la part de Red Bull de faire. Déjà, tu fais revenir Ricciardo chez AlphaTauri, maintenant tu le fais remonter chez Red Bull. C'est aussi pas top d'un point de vue politique chez Red Bull. Donc, il n'y a pas non plus du monde qui tape à la porte pour aller chez Red Bull. Donc, oui, c'est faute de mieux. Faute de prendre un risque pour gérer un peu l'équilibre, parce que mine de rien, faut aussi piloter à côté de Max, parce qu'il faut être capable d'être performant déjà, d'accepter le numéro 2. Et on l'a vu avec des pilotes plus jeunes comme Pierre Gasly et Albon, en fait, c'est très dur mentalement. Et il faut aussi être capable, Red Bull sont très durs avec toi, les médias vont être durs avec toi, il faut être aussi capable d'encaisser ça. Aujourd'hui, Sergio Perez est pas plus fort, mais peut-être qu'il a un peu plus la carapace pour accepter toutes ces critiques-là, parce que, mine de rien, on entend peu sur les états d'âme de Sergio, alors que quand il y avait Pierre Gasly et Albon, c'était quand même très dur pour eux, et c'était... tu voyais qu'ils avaient un spin, etc. Donc, peut-être que ça joue aussi, et je pense surtout que c'est, en fait, aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas grand monde pour être digne du baquet Red Bull, et surtout, en fait, d'être... Il n'y a plus trop de Valtteri Bottas en fait sur le marché. Un bon pilote. Un bon pilote qui accepte d'être numéro 2, c'est vrai qu'il n'y en a plus tellement. Et c'est aussi quelque chose qui caractérise aussi le monde, l'ère moderne de la Formule 1. C'est qu'il n'y a plus de pilotes aujourd'hui en Formule 1 qui acceptent de se dire je vais pas être un toutou, mais à l'époque c'était plus facile pour dire à un pilote, tu restes là et tu bouges pas et tu fermes ta gueule, tu vois. C'était un peu plus facile, on va dire. Ils sont plus jeunes. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que le numéro 2 parfait aujourd'hui dans une écurie comme Red Bull, c'est de prendre un vieux sur le proche de la retraite. Hein. Nico Hülkenberg par exemple. Oui, sauf que un vieux proche de la retraite performant. Ouais. Oui. Bottas. Alonso est trop performant, tu vois. Ouais. Non mais voilà, c'est Alonso, je vois pas numéro 2, Hamilton, je vois pas numéro 2. Hülkenberg, Magnussen, on en parlera sur le live As, c'est quand même aussi quelque chose cette saison. J'ai beaucoup rigolé, mais ça on en reviendra plus tard. Puis Bottas, tu le vois chez Red Bull? Non. Donc, Bottas final... non, mais après, le truc c'est que pour moi il y a Pierre Gasly et Ocon qui ont un vrai rôle à jouer là-dessus. Mais le problème c'est qu'ils sont trop jeunes et que ils vont essayer de concurrencer Max, et en interne ça va être compliqué. Donc c'est là où en fait on est entre deux générations, et Max en fait est arrivé tellement tôt que c'est un vieux jeune. Mais aujourd'hui, tu peux pas mettre un pilote du même âge que Max à côté de Max, parce que ça va, pour être vulgaire, ça va partir en concours de quéquette trop rapidement, quoi. Donc c'est compliqué. Donc il faut quelqu'un avec de l'expérience et qui a pas non plus un talent. Enfin, c'est dur à trouver un vieux nul mais fort. Enfin, tu vois, c'est. Oui, c'est sûr. Mais c'est surtout que c'est en fait Red Bull. C'est un peu, tu vois, enfin l'inverse de
je vais prendre Ferrari en exemple, mais c'est un petit Bien peu sûr. l'inverse de Ferrari en fait, où quand ça domine, ils ont besoin que d'un pilote et ça roule. Exactement. Je Mm. pense que s'ils étaient dans l'optique d'avoir et d'être conscients d'avoir des écuries contre lesquelles se battre toute une saison complète, Mhm. là la position de Perez serait remise en question. Et on mettrait un Norris, Bien sûr. on mettrait un Piastri, ce genre de choses. Tu vois, on mettrait 2 numéros 1 ensemble, vraiment pour se battre. Et visiblement, c'est les déclarations qu'ils nous ont faites cette saison du côté de chez Red Bull. Voilà, on nous a dit, on veut 2 top pilotes. Oui, Pour tu veux l'avenir. 2 top. Ouais. Oui, voilà, mais tu veux 2 top pilotes. Moi, j'ai envie de te dire, d'accord, mais pour moi, je comprends, c'est que tu veux 2 top pilotes si tu es en concurrence avec quelqu'un. Aujourd'hui, pourquoi changer? Ok, tu vires Perez parce que bah forcément il t'a fait une saison catastrophique, et peut-être que certains ne l'oublieront jamais en interne chez Red Bull, bref. Mais dans ce cas-là, tu vas mettre Ricciardo. Mais au final, Ricciardo, ça va être plus ou moins le même profil que Perez. Un peu Tu plus vas pas fort. révolutionner ton line-up. Ouais, un peu plus fort, et puis voilà, qui connaît bien la maison aussi si tu veux. Mais c'est pas lui qui va faire jouer égal avec Verstappen. Et je pense qu'il en sera parfaitement conscient aussi à ce Mm. niveau-là. Donc pour moi, tant que Red Bull est au-dessus de tout le monde, et 2024, bah on n'en sait rien, même Ouais. s'il change de concept ou quoi, à l'heure actuelle, on n'en sait rien, bah autant garder un line-up où t'as Max devant et puis quelqu'un derrière qui fait un minimum de boulot. Il y a aussi un truc, c'est que par rapport à Sergio Perez, c'est que pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? Est-ce que. Il y a aussi cette question qu'on peut se poser rapidement. Est-ce que c'est de sa faute s'il en est là aujourd'hui, Sergio Perez? S'il a été aussi mauvais aujourd'hui, Sergio Perez, durant cette saison, est-ce que c'était de sa faute? Pourquoi je pose cette question? Parce que pour remettre dans le contexte le chat, souvenez-vous que Sergio Perez termine la saison 2022 de Formule 1 sur une énorme discorde avec Red Bull par rapport à Max Verstappen, qui ne l'avait pas aidé à devenir vice-champion du monde l'an dernier alors que c'était possible, très clairement. Mais pourquoi il ne l'avait pas aidé? Parce que durant la saison, il y a eu d'énormes soupçons qui n'ont pas été confirmés, d'ailleurs, je vous rappelle, mais qui n'ont pas été d'énormes soupçons par rapport à Monaco, comme quoi il aurait triché Sergio Perez en se crachant volontairement à Monaco en qualification pour arrêter la séance de qualification. Et ça, qu'en réécoutant le crash, on entend bien un coup d'accélérateur qui n'a pas lieu d'être, d'une certaine manière. Et du coup, les Verstappen avaient compris ça, et du coup, il y avait une petite guerre en interne entre Verstappen et Perez. Et que d'ailleurs, une guerre qui est même pas en interne, qui a éclaté aux yeux du monde d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, on arrive à la fin 2022 en disant que Perez dit à Verstappen, s'il est devenu champion du monde, c'est grâce à moi. Donc si t'es champion du monde, c'est grâce à moi, donc respecte ce que j'ai fait, déjà. Et aussi, on arrive au début de la saison 2023 de Formule 1, où il dit Sergio Perez, maintenant je me laisserai plus faire, et je suis là pour devenir champion du monde avec Red Bull. Et il s'est passé ce qui s'est passé derrière. Il y a eu peut-être le montage de crâne, sans peut-être lui en vouloir, hein, parce que moi je veux pas à Sergio Perez d'avoir voulu peut-être vouloir trop en faire et avoir voulu tenter le titre de champion du monde en 2023. Sauf qu'il en a peut-être pas les capacités. Il en a certainement même pas les capacités, d'ailleurs, Sergio Perez, aujourd'hui en 2023 et même en 2024, d'aller chercher le titre mondial. Et c'est pour là que je me pose cette question, est-ce que c'est de sa faute ou c'est de la faute de Red Bull ce qui s'est passé cette année pour Sergio Perez? Bah, un peu des deux. Hein. Voilà. Ah ouais? Un peu des deux. Hein. Enfin, je pense que c'est la meilleure réponse possible en soi sur cette saison. Ah ouais? Ouais. Il fait des erreurs et oui, il y a des choses impardonnables. Mais de l'autre, je pense être numéro 2 dans cette écurie, où c'est le Max Verstappen Racing Team, et sachant ce qui s'est passé, enfin, les suspicions de Monaco, je pense que c'est invivable pour lui. Le fait qu'il lui laisse pas la place, alors qu'en 2021, il lui fait gagner le titre en bloquant Lewis, parce qu'on peut refaire l'histoire, mais si Lewis n'est pas bloqué par Sergio Perez, il a le temps d'aller boxer avant la safety car, enfin au moment de la safety car, et on n'en parle pas. Hein. Ouais. Donc il y a ça, et puis ouais, le management Red Bull, ça a été prouvé par A plus B que quand tu es le numéro 2, on te prend les pièces, on te fait très bien comprendre que toi, de toute façon, ton seul rôle, c'est de ramener le baquet. Ils sont aussi très bons pour mettre la pression sur les pilotes et lui faire comprendre, ils ont dû lui dire toute la saison que de toute façon, peu importe tes performances, peu importe ce qui se passe, si t'es pas deuxième, tu dégages. Donc c'est une pression très négative que Max adore parce qu'il a grandi dans ça, mais c'est très compliqué pour les pilotes, pour les autres pilotes. Donc je pense que c'est les deux, parce qu'il y a des moments où Perez est pas pardonnable, il y a des moments où il sort en essai libre, mais tu fais
t'es pas en confiance, t'as la meilleure voiture, essaye de te remettre dans le rythme petit à petit, t'es pas la peine de surpiloter, t'es pas, enfin, Ouais. et il fait petite erreur, donc c'est les deux. 50-50, 60-40, je sais pas, mais c'est forcément les deux. Ouais. T'as peut-être ça aussi, effectivement. Et puis rappelle aussi que, et comme le dit Leva, hein, comment tu veux performer quand ton boss ne croit pas en toi. Et c'est vrai que Helmut Marko avait été très vindicatif autour de Sergio Perez, surtout avec des propos racistes, disons-le clairement, autour de... Venant oui. de... J'y crois pas. Ah, c'est vrai que Helmut Marko qui avait bien critiqué, pas toujours fois, hein, les bons stéréotypes sur les Mexicains, c'était ça y aller, hein, quand même, pour Helmut Marko. Non, mais c'est ça le problème. Ouais. C'est que quand tu performes bien, en fait, le problème, c'est qu'il s'est mis dans la sauce tellement vite durant cette saison que même quand il faisait une bonne performance, bah t'es là, tu fais ouais. Oui, et... Ouais, bah en fait, c'est ce que oui, en fait, c'est le minimum qu'on te demande. Ouais. Même si t'as bien performé, en fait, même si t'as fait une bonne remontée, bah Coco, c'est le minimum syndical, en fait. Tu dois être sur la boîte toute la saison, point. On s'en fout que tu dois être deuxième à 40 secondes, troisième à un tour derrière, on s'en fout en fait, tu dois être sur le podium. Mais oui, quand tu as un Helmut Marko forcément qui est sur tes côtes H24, quand je pense qu'aussi peut-être en interne, outre Marko, tu dois pas forcément être le préféré, hein, logique. Ouais. C'est compliqué, on a vu pas mal de passes d'armes sur cette saison au niveau des déclarations, forcément t'as Marko qui attaque et Horner qui police derrière. Et là-dessus, ça veut quand même dire beaucoup quand t'as le team principal qui est obligé de romancer un petit peu les propos d'un consultant. Oui, qui est un dirigeant de Red Bull, techniquement parlant aussi. Ouais, voilà, tu vois, donc c'est sûr que c'est pas facile de performer, mais t'as ça, et puis t'as l'aspect aussi forcément de Perez qui s'est vu trop beau. A pris conscience en fait du matériel dont il disposait aussi de cette Red Bull. Je pense que ils en étaient conscients en interne qu'ils détenaient entre les mains quelque chose qui allait faire mal durant cette saison. Et il s'est dit qu'il allait peut-être tirer l'épingle de son jeu. Au final, ça a duré 4 courses, mais derrière, dès qu'il était en difficulté, à chaque fois, c'était ah bah j'ai compris le truc. Ah Ouais. c'est bon, vous allez voir. Ah bah ce week-end c'est bon, j'ai trouvé. Ah bah en ouais, fait, mais ça bon change rien. frérot, tu fais P16 en qualif, Ouais. tu fais P7 ou P8 en course, bah oui, montre-nous au moins que t'as trouvé le truc. C'est qu'après, oui, il a voulu forcément beaucoup positiver dans ces périodes où forcément ça n'allait pas dans son sens. Mais je pense que ça a fait qu'ajouter encore de la négativité, on va dire, et des critiques en fait à son égard sur la saison qu'il a vécue. Ouais, c'est clair. Alors qu'il avait entre ses mains la meilleure voiture, la voiture la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Et on va aborder ce sujet très, bien sûr, en dernière partie. Bah, c'est surtout la direction de Red Bull par rapport à la RB19 qui a créé donc les RB19 bien sûr, mais elle a été faite cette RB19, souvenez-vous, avec une saison 2023 qui a été amorcée après le jugement coupable de la FIA sur Red Bull après avoir dépassé le budget cap du côté de chez Red Bull, et pourtant elle a été faite de cette manière-là, on va dire ça ainsi, cette RB19, dans les soupçons, enfin l'aspect de culpabilité donc du coup de Red Bull par rapport à avoir dépassé le budget cap, et pour le coup Baby Choum, ça... Avoir dépassé le budget cap, avoir donc enfreint le règlement Red Bull, c'est ce qui leur a permis de ne pas devenir champion du monde, encore une fois, mais d'avoir eu une telle avance monumentale pour être juste dans les meilleures dispositions aujourd'hui et être aujourd'hui intouchable. Est-ce que cette RB19 n'est pas un petit peu, j'ai envie de dire, le reflet parfait de l'intelligence de Red Bull pour se jouer des meilleures dispositions? Ah mais ils ont été pénalisés Red Bull? Semblerait-il. Semblerait-il, hein, bien sûr. N'oubliez pas. Ah ouais? Ouais, c'est... Ah bah ouais, c'est bizarre, j'ai pas... Bel impact en tout cas, hein, bel impact, hein. de cette sanction On est magnifique. sur un bon impact là quand même, hein. Semblerait-il que c'était pas une vanne, hein. Ils ont bien été pénalisés, hein. Bon bah écoutez, on l'a pas, hein. Ouais. Ah. Non, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Après, pour moi, c'est pas une question de gestion de dépassement de budget cap qui a fait qu'ils sont là aujourd'hui. Bien sûr. C'est juste qu'ils ont la meilleure personne de l'histoire en termes de conception de monoplace dans leur écurie, donc forcément, ça aide bien. Ils ont le gars qui a étudié le plus le phénomène de... Enfin, le phénomène de pompe-là et de succion du pompe-là. Non, mais voilà. À partir du moment en fait où le mec arrive à te pondre une bagnole comme ça alors qu'il est même pas à 50% impliqué en F1,
Bon, il y a un moment, c'est un peu Ouais. finger in the nose. Évidemment, j'exagère, mais voilà, ce mec-là est un génie. Et là-dessus, forcément, la voiture est bien née, le moteur est performant, la fiabilité est au rendez-vous, le pilote est incroyable. Donc là-dessus, il y a tout qui déroule. Et certes, ça fait des années que Yui est en Formule 1, il n'a pas forcément gagné chaque année, on est d'accord. Mais sur un phénomène comme ça, avec cette nouvelle réglementation, bah, qu'il a déjà connu par le passé, qui, comme l'a dit Louis, qui maîtrisait tellement bien, Ouais. forcément, ça te crée quelque chose d'incroyable. Donc, cette pénalité en soi, même si elle était, on va dire, impactante, hein, selon les dires d'Horner, je me rappelle, hein, que ça allait être quelque chose De d'incroyable, dramatique, qu'il allait en hein, pâtir. oui. Voilà, au final, ça n'a eu zéro effet, et je pense pas que ça ait non plus impacté leur préparation en vue de cette saison, loin de là. Mais surtout un truc, comme le dit Yanouche dans le chat, c'est que il y a eu une conjugaison d'événements du côté des adversaires de Red Bull qui ont permis à Red Bull de s'asseoir encore plus sur leurs appuis et d'être Oui. encore plus dominateur aussi, hein, il faut le dire. Hein. Ferrari est passé d'un concept à un autre entre 2022 et 2023. Mercedes, pareil, il y a eu un changement de nombre de concepts fondamental. McLaren, qui va devenir peut-être prochainement un nouvel adversaire de Red Bull, a commencé sa saison lors du Grand Prix d'Autriche seulement. Donc c'est quand même 6-7 Grands Prix après le début de la saison, en 2023 en tout cas. Bref, du côté Alpine, qui est techniquement parlant champion du monde avec Renault par le passé, devait être du côté du devant de la scène cette saison. Bah, par rapport aux big changements en interne et aux guerres en interne, bah, Alpine n'est pas là. Voilà, au niveau des constructeurs, on est dans une situation, on s'est beaucoup cherché, et on ne se trouve toujours pas à l'issue de saison 2023 de Formule 1. Peut-être pour McLaren, oui, c'est un petit peu plus mieux, mais c'est nettement mieux bien sûr, mais on n'est pas encore sur l'aboutissement pour aller se battre contre Red Bull. Et de ce fait-là, bah, tu te dis, bah, Red Bull est dans une situation parfaite, et que les premiers adversaires de Red Bull, c'est eux-mêmes. Et ce qui est quand même assez fantastique cette saison, c'est que quand tu te dis ça, les seules choses qui peuvent arrêter Red Bull, c'est eux-mêmes avec la fiabilité. Et pourtant, ils ont éliminé les problèmes de fiabilité d'une manière monumentale. Et c'est un truc assez fou d'ailleurs, c'est qu'en Formule 1, trouver la balance parfaite entre performance et fiabilité, c'est un truc qui est extrêmement dur à trouver. Red Bull a réussi ça. Red Bull a réussi à trouver une incroyable performance et une incroyable fiabilité. C'est un truc en Formule 1, jamais tu y arrives ça. Hein. Soit t'es fiable, soit t'es rapide. Ça c'est quand même assez fou qu'ils réussissent à faire. L'alchimie a été parfaite. Bah, d'ailleurs, Max est celui, je crois, qui a le moins coûté. Oui. Si je dis pas de bêtises, des 20 Changement pilotes sur la grille. Ouais. Donc là-dessus, oui, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est qu'il y a eu une convergence, effectivement, des bonnes trouvailles de Red Bull qui leur ont permis de développer une voiture à peine 6 mois et déjà se focus sur l'année prochaine. Ouais. Donc se permettre déjà de se tourner sur 2024, on va dire, bien avant tout le monde. Pendant que les autres écuries, évidemment, étaient encore en train de végéter avec leur concept hasardeux à essayer de l'optimiser. Ouais. Pour au final se rendre compte un peu plus tard dans la saison que bah poubelle et on va reprendre de zéro. Donc oui, là-dessus, ça fait que la saison, elle pouvait pas être en fait plus rêvée que ça pour Red Bull finalement. Ouais. Parce que t'as limite pas besoin de mettre autant d'énergie dans la voiture, vu qu'au bout de 6 mois, t'es limite champion du monde pilote et constructeur. Donc là-dessus, c'est royal. Ouais. C'est vrai, effectivement. Là, la dernière question que j'ai envie de poser par rapport à ce sujet-là et à cette partie-là, c'est... On a un petit peu posé juste avant, mais est-ce que finalement, la domination de Red Bull avec 21 victoires en 22 Grands Prix cette saison, ne serait-ce pas en train de tuer la Formule 1 d'une certaine manière et de tuer un petit peu l'intérêt qu'il peut y avoir par rapport à l'intérêt... J'ai envie de regarder les premiers, hein, ce qui intéresse la majorité des gens en Formule 1, c'est de regarder qui va remporter le Grand Prix, qui va remporter le championnat. Et que là, la domination est tellement importante beaucoup sont en train de se dire peut-être, bah c'est pas intéressant parce que ça sert à rien que je regarde, ou peut-être que je vais apporter moins d'intérêt parce que je sais que c'est Red Bull qui va gagner et d'une large avance. Encore une fois, on a des avances à quel point où jamais, même Lewis Hamilton n'avait pas autant d'avance. Même Red Bull à un certain moment n'avait pas autant d'avance. La Verstappen a une avance qui est quand même assez folle dès le début des Grands Prix. Personne ne peut le rattraper. Et est-ce que cette domination-là n'est pas en train de tuer la Formule 1 d'une certaine manière? Je vais commencer avec toi, Loïc. Bah, le truc, c'est que ça a toujours été, hein, la Formule 1, ça a toujours été une succession d'ères de domination, Honda, Ferrari, Renault, ça a toujours été plus ou moins ça. Là, le problème, c'est que
on nous a vendu cette réglementation comme le fait qu'en gros, c'était pas une Formule 1 modèle, mais quasiment. Et qu'il y avait beaucoup de pièces qui étaient normées, qu'il allait plus avoir toutes ces ailettes ou Mercedes excellait. Et en fait, on nous a vendu des batailles. Mais en fait, on a la plus grande domination de l'histoire. Et c'est surtout ça qui tue politiquement la Formule 1. C'est qu'aujourd'hui, toutes les écuries ont voté cette réglementation pour stopper Mercedes, parce que c'était ça. Il n'y a qu'à regarder la saison la saison 3 ou la saison 4 de Drive to Survive pour voir à quel point Mercedes était détesté dans le paddock pendant la réglementation précédente. Et en fait, bah, tu prends une réglementation et je vois pas, en fait, même, enfin, sans parler de rivalité Mercedes, mais t'es Alpine aujourd'hui, pourquoi tu votes pour une réglementation où parce que c'est pas la référence Formule 1, Adrian Newey, en termes d'aéro actuellement, c'est la référence mondiale. C'est celui qui est le plus calé sur les fonds plats sous vide, quoi. Bien sûr. Donc en fait, c'est lunaire d'avoir voté cette réglementation, sachant où était Adrian Newey, et que bah, c'est la suite logique de décisions politiques de la FIA qui ont poursuivi. Aujourd'hui, c'est l'ère de domination Red Bull, et je pense que s'il n'y a pas de gros changements de réglementation, il n'y aura pas forcément de gros basculements, parce que aujourd'hui, ils ont tellement d'avance, ils ont arrêté de développer la voiture, alors que les autres n'ont même pas encore compris le concept. Ferrari n'avait pas, Ferrari, ils n'ont toujours pas compris leur concept. Mercedes n'a toujours pas compris leur concept. Red Bull a arrêté de développer leur concept volontairement parce qu'ils avaient déjà assez d'avance. Donc c'est là où, en fait, ils sont dans le cycle vertueux, c'est-à-dire que ils gagnent, ils n'ont plus besoin d'investir du temps et de l'argent dans la saison. Du coup, ils investissent sur la saison prochaine. Et la saison prochaine, au même moment, ils vont arriver au même point parce que ils ont tellement développé, ils ont tellement d'avance que ça sert à rien. C'est qu'aujourd'hui, n'importe quel team principal aurait dit on arrête de développer parce que Max a quasiment 1 seconde d'avance en ligne de course sur tout le monde. Donc en fait, si les gens arrivent à prendre 1 seconde, c'est exceptionnel, mais ils ne reprendront pas 1 seconde en 5 grands prix, quoi. Et donc, il y a un peu même cette question de se dire, est-ce qu'ils ont roulé à fond, qu'est-ce que Verstappen en fin de saison par exemple roulait à fond à 100% des capacités de la monoplace aussi. Et j'ai tendance à me dire non, je pense qu'il roulait à 85-90%, mais pas à 100%. S'il casse si peu la voiture, c'est qu'il y a de la marge. C'est comme tu l'as dit, tu peux pas être au top de ta performance avec une fiabilité au top, tu es obligé de faire un compromis. Donc en fait, la Red Bull à l'heure actuelle doit avoir, et on l'a vu la saison dernière, à partir du moment où ils ont compris la fiabilité de la voiture, Ferrari n'existait plus. Et cette saison, en fait, ils ont tout de suite compris la fiabilité, ils l'ont mis au bon seuil. Verstappen n'a jamais pris de pénalité moteur, n'a jamais pris de pénalité pour changement de pièce, pour parc fermé, etc. Donc en fait, à un moment, c'est qu'ils avaient la meilleure voiture. Ils ont vite compris la fiabilité, ils l'ont mis sur le bon curseur, et puis voilà, c'était sur des rails. Et c'est très inquiétant s'ils ont arrêté de développer si tôt dans la saison, parce que ça veut dire qu'ils ont mis du temps et de l'argent sur le concept de l'année prochaine. Donc c'est là où on va dire les 2 millions, c'est anecdotique. Enfin, les 3 millions, c'est anecdotique, mais ça pèse quand même beaucoup quand on sait le moindre dollar est important pour les écuries comme ça quand on est proche du cap. Donc c'est là où, comme l'a dit Baby Chou, c'est que les pénalités, on les voit pas en fait. Parce que, oui, ils ont une avance, en fait, ils ont arrêté de développer. Ils ont moins de temps de soufflerie, mais ils ont arrêté de développer beaucoup plus tôt. Ouais. En fait, la pénalité, ils l'ont purgé, mais sans trop de dommages, quoi. Donc, c'est là où la réglementation a ses limites, c'est que 3 millions, c'est d'un côté, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme pour le développement et c'est énorme pour une écurie. Et peut-être que la pénalité, sans doute, parce que vu le résultat, n'a pas été assez forte et pas été assez dure. Mais je même avis, est-ce que tu penses que là, c'est pas Red Bull qui tue la Formule 1, mais c'est un peu plus la FIA dans sa gestion? Ouais, en fait, c'est plus une question de réglementation d'air. Il faut laisser plus de temps, en fait, aux réglementations pour, après, à la fin de cette réglementation, que les performances puissent converger entre elles et qu'on arrive, après, avec des batailles à plusieurs écuries. Le problème, c'est que là, tu vois, on arrive sur 2022, boum, 2026, on a déjà une révolution de moteur. Ouais.
Donc, ce qui fait que là, déjà, t'as Red Bull qui est arrivé en 2022 avec une domination du coup aérodynamique, conception monoplace, et peut-être qu'en 2026, elle perdra cet avantage au profit d'une autre écurie qui aura trouvé un bon moteur absolument stratosphérique. Et que là-dessus, ils n'auront plus qu'à construire la voiture autour sans trop faire d'efforts, entre guillemets, comme Red Bull l'a fait cette saison. Ouais. C'est juste qu'en fait, que si tu prends un règlement, il faut qu'il soit... faut pas qu'il soit changé drastiquement du jour au lendemain. Dans un changement de réglementation, dans tous les cas, première saison, deuxième, troisième, t'auras toujours une écurie qui aura le dessus sur les autres. C'est aussi simple que ça. T'auras toujours une écurie qui aura une idée révolutionnaire, qui n'en a pas encore conscience, mais dès les premiers roulages, dès les premiers Grands Prix, il se rendra compte que, ok, c'est nous qui allons dominer. Mais si tu laisses pas le temps aux autres écuries de comprendre, de modifier, de corriger pour revenir au niveau de cette écurie-là, on n'y arrivera pas. Et le problème qu'il y a avec la FIA et les réglementations aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas de nouvelles réglementations pour le show, pour le spectacle, pour tout ça. J'ai l'impression, perso, qu'on fait une nouvelle réglementation pour freiner en fait la domination actuelle. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a fait une nouvelle réglementation à l'époque pour tuer Ferrari. J'ai l'impression qu'on a fait une nouvelle réglementation en 2014, pas forcément pour tuer Red Bull, mais pour permettre, entre guillemets, à Mercedes d'être devant. Avec cette réglementation du moteur hybride, tout ça. Ensuite, on a fait une réglementation sur le fond plat. Ça a tué Mercedes. Du coup, Red Bull est arrivé. Et là, on est sur une domination du coup aérodynamique avec Red Bull. Et peut-être que 2026, c'est ça qui va casser l'élan en fait de Red Bull. C'est juste qu'il faut une réglementation logique et permettre aux autres écuries de remonter plutôt que tout changer du jour au lendemain. C'est ce que, par exemple, Paul c'est contraire à l'esprit de la F1. Lui, il est pas trop de ton avis, c'est contraire à l'esprit de la F1 de garder des concepts trop longtemps. Il faut innover, les écuries ont signé en âme et conscience pour celle-ci. Et c'est le but des équipes de montrer à leurs concurrents qu'elles sont meilleures dans tous les domaines. Mais après, tu peux innover. Révolutionnaire, en fait. Oui, voilà, exactement. C'est justement ça le truc, c'est que t'imagines si t'as une réglementation qui dure quelques temps, tu vas te dire ah bah non, au final c'est impossible de faire mieux ou de trouver mieux, jusqu'au jour où t'auras une écurie qui va te trouver l'évolution, le step-up qui va faire qu'au final ça va révolutionner, on va dire, cette réglementation là. Ouais. C'est vrai. Mais après, le fait de perdre des fans ou quoi, ça c'est au goût de chacun. Ça c'est au goût de chacun, bien sûr. Mais après, encore une fois, hein, si... encore une fois, mais les fans font l'intérêt de la Formule 1. Oui, les fans font l'intérêt de la Formule 1. Oui. Après, les gens Kevin, Netflix, TikTok, qui sont là juste depuis 2 ans, eux, tu les perds, c'est pas dramatique. Par contre, si tu commences à perdre des gens qui sont là depuis X années, là, ça devient déjà un petit peu plus problématique, tu vois. Ouais. C'est surtout ça. À voir en tout cas comment les choses vont évoluer, mais... je sais pas là, je rejoins, moi c'est pas le Red Bull qui tue l'aspect de la Formule 1, parce que Red Bull, encore une fois, moi j'insiste sur ce point, hein, c'est pas eux, c'est pas de leur faute, c'est eux déjà d'une ont fait un mauvais travail dans cette nouvelle réglementation, et comme on l'a dit, il y en a beaucoup qui se cherchent encore une fois encore aujourd'hui, hein, alors que eux ils ont compris leur concept et vont même l'améliorer, on va pas le changer, je suis pas d'accord que je pense pas qu'ils vont le changer comme dit Red Bull l'année prochaine, je pense juste qu'ils vont l'améliorer pour être encore plus perfectionniste en 2024 bien sûr, mais il y a cet aspect de se dire que les autres ont mal travaillé, c'est même reconnu hein, chez Mercedes. Ils vont même peut-être se tromper, Mercedes, dans le concept qu'ils vont apporter l'année prochaine. Mais dans la globalité des cas, c'est pas Red Bull qui a mal c'est pas de la faute de Red Bull si les autres ont mal travaillé. Et deuxièmement, Red Bull a su parfaitement profiter d'une réglementation, point, final. On va pas leur dire, ils sont en train de fausser le championnat, ils sont en train de tuer un peu le championnat à l'intérieur du championnat. Non, c'est juste eux qui ont parfaitement travaillé pour un homme, surtout sur la piste, qui est Max Verstappen, encore une fois. Qui, grâce à tout ça, pour toutes ces raisons-là, ça a permis effectivement à Verstappen et Red Bull de toucher la perfection. Ils ne l'ont pas atteinte, pourquoi? Parce qu'il y a le cas Sergio Perez, qui est un peu un point noir dans cette saison 2023 de Formule 1 de Red Bull. Mais dans la finalité, Red Bull est champion du monde constructeur avec une avance exceptionnellement longue et très ancrée. Et du côté des pilotes, champion du monde Verstappen à plat de couture, et surtout Sergio Perez, vice-champion du monde, une première dans l'histoire de Red Bull d'ailleurs, de faire 1 et 2 au championnat pilote. Si vous deviez donner une note sur 20, les amis, puisqu'on refait ce bail des notes d'ailleurs, je vous rappelle, une note sur 20, Baby Choum, de la saison de Red Bull, de Verstappen et de Perez.
Bah, Max, tu peux pas mettre en dessous de 19 sur 20. Ouais, je fais impossible. Pour moi, c'est 19,5 ou 20 sur 20. Oui, parce que tu peux Ouais. pas, parce qu'il a gagné, il a pas tout. Ouais, je suis d'accord. 19,5 pour moi. Mais voilà, tu peux pas le mettre beaucoup moins parce que c'est dur de faire mieux que ce qu'il a fait. Ouais. Mais franchement, Perez, je lui mets 6 grands max. Ah ouais? Pas plus. Enfin, vraiment, tu peux pas mettre plus. Je vois pas. Il a 2 victoires. Deux Il a victoires. c'est 2 ça. victoires, ouais. Il a 2 victoires. Il se battait en cas. Il a 0 ou une pole. J'ai plus en tête. Ouais. Il a la meilleure voiture. Il est pas capable. Il n'a pas été une fois capable de concurrencer Max. Enfin, il est deuxième au championnat du monde à la fin, mais en fait, il s'est battu en première partie de saison avec Fernando Alonso, qui à partir du 6e Grand Prix disparaît du podium. Il s'est battu avec Charles. Et il s'est jamais battu avec Lewis parce que Lewis a toujours été 4e la plupart. Enfin, tu vois. Bon, et surtout dans l'impression, il a fait beaucoup trop d'erreurs. Il a abîmé la voiture. Donc, ouais, franchement, 6, pour moi, c'est un des pires pilotes de la saison, hein, individuellement. Vrai, pour le coup, individuellement, je suis d'accord avec le fait que ce soit un des pires, mais 6, je m'y attendais pas trop. Ah, Baby Show, toi, tes notes pour Verstappen, Perez et Red Bull aussi. Max, je pense que, au vu de ce qu'il nous a pondu cette année, alors je pense que oui, un bon 19,5, 19,75 même, c'est. Ouais. Je pense qu'il le mérite amplement. Après Perez, j'hésite. En vrai, j'hésite. Soit je lui mets 10 sur 20 parce qu'il a rempli l'objectif de l'écurie et que du coup il a fini deuxième au constructeur. Soit je lui mets 4 sur 20, ou 4 sur 10, ou 4 tout court. Tellement sa saison était catastrophique et indigne d'un numéro 2, peu importe la monoplace que t'as entre les mains. Faut choisir. Je comprends les deux avis, hein, personnellement, de 6 et du 10, parce que 10 il a fait strict minimum. Et donc c'est ça le truc, mais je pense qu'en vrai, au vu du déroulé de la saison et toutes les galères toutes les performances qu'il nous a pondues, je pense qu'on va plus partir sur un 4. Un 4? Ok. Ouais. On a un 4 pour Perez. Et pour Red Bull, faut 2 notes, individuellement. Par exemple, Zatritix, il a mis à Red Bull 16, la mauvaise gestion de Perez, l'incontrôlable Helmut Marko. Ils n'ont pas eu le pit stop le plus rapide de la saison, mais ils ont roulé sur la concurrence avec coude sur la portière. Avis qui résume bien d'ailleurs ça. Hein. Oui, après, est-ce que tu as besoin de faire les meilleurs arrêts au stand quand t'es jamais inquiété Est-ce que faut prendre le risque de faire 1.8 quitte à faire 4 ou est-ce que vaut mieux 3 sachant que t'as... Enfin, tu vois les arrêts au stand, oui. Hormis le pit stop, je trouve que la mauvaise gestion de Perez, l'aspect que t'as Helmut Marko, que t'arrives pas à gérer en interne, il va falloir peut-être le dégager en jouant Helmut Marko, ça baisse drastiquement la note quand même. Hein. On passe de, je pense, facile 19,5 à tu peux aller à 15. Hein. Mais tu sais, moi je suis persuadé que la gestion de Perez humainement pour un être humain normal, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais je pense que c'est l'objectif 1 de Red Bull. Enfin, tu vois, est-ce que la gestion de Perez n'est pas parfaite dans le contexte de Red Bull? Je pense que si. Il faut comprendre que mon pote, c'était là parce qu'on a besoin de toi et on a besoin, dans la réglementation, d'avoir 2 voitures. Ouais. Mais on n'a pas... Enfin, tu seras jamais numéro 1. Tu nous impressionnes. Enfin, tu vois, je pense pas que pour eux, la gestion de Perez soit Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que pour nous, c'est un échec parce que c'est mal passé et que voilà, dans un moment où tu as des luttes, ça va être important pour toi. Mais parce que je suis même pas sûr que le championnat du monde constructeur, pour eux, c'est pas des constructeurs Red Bull. Ouais. Enfin, tu vois, ça a toujours été le pilote. Et pour moi, ils font exactement ce qu'ils veulent avec Perez. Et c'est pour ça que, oui, moi, sur la saison, je mettrais 18 parce que Perez, on va dire un tout petit truc parce que médiatiquement, ça la fout mal quand même. Mais je pense pas que ce soit un impact pour eux. Ouais. Et oui, c'est sûr qu'on va dire dans le contexte humain autour de Red Bull, c'est toujours pas ça parce que comme tu l'as dit, Helmut Marko, voilà, t'as plein de trucs où t'as quand même
le côté aussi Nick De Vries où c'est pas forcément l'écurie Red Bull, mais un peu quand même. Quand tu vois, c'est le même management, c'est qu'il y a quand même beaucoup, il y a eu un turnover de pilote, etc. Donc ouais, c'est moins bien que Max, mais ça vaut pas en dessous de 17-18 quoi. Ok, donc toi tu mets 18. On part sur 18 pour toi? Ouais. Baby Shum, toi, vas-y. Moi, je serais parti sur un bon 17 sur 20. Un bon 17? Ouais. Bah personnellement, pour Red Bull, perso, je partirais sur un 15. Parce que pour moi, le cas Helmut Marko et le cas Sergio Perez, ça fait nettement baisser la balance. Parce que c'est un avis perso, hein, parce que je comprends ce que dit Loïc par rapport au fait que bah, peut-être que dans la finalité de l'histoire, quand tu regardes la situation de Perez par rapport à Red Bull a peut-être, bah, au vu de sa philosophie, c'est comme ça qu'il fallait gérer Perez. Ok. Mais moi je trouve que c'est pas bien cette manière-là de traiter les pilotes, de traiter les sportifs de haut niveau aussi et traiter Sergio Perez. Donc je redescends à... Bon, allez, vous savez quoi, à 16. Voilà, on va mettre un 16. Voilà, je vais mettre un 16 finalement à Red Bull. Voilà, on va mettre un 16. Comme ça, la gestion n'a pas été parfaite, on va dire, du côté de chez Red Bull. Verstappen, je mets aussi un 19.5. Et Perez, je vais mettre un 8. Parce qu'il est devenu vice-champion du monde. Et je trouve qu'un vice-champion du monde, quand tu termines quand même deuxième dans le championnat du monde, t'es pas loin de la moyenne. Mais individuellement, dans les RB19, c'est totalement insuffisant. Donc, du coup, ça fait un récapitulatif. Un 16, un 18 et un 17 pour Red Bull. Verstappen, 19.5, 19.5, 19.5. Et un 6.4.5, un 6.4.8, pardon, pour Sergio Perez. Red Bull, 19 sur 20, on peut pas mettre au moins, nous dit le Blizzard. Ça fait un plus joli sur le CV, j'aime McLaren, nous dit Athletics. Red Bull, 20, Verstappen, 19. Et Perez, 12. 10 sur 20 pour ces Perez, nous dit suffisant et médiocre, nous dit Rami dans le chat. Les notes sont dures, oui, on est dur. C'est comme la Star Academy ici, on est dur avec les notes. On peut jamais mettre 20, mais en vrai, un bon 15 et les 5 points restants étant la saison de Perez. 13 Q3 avec une Red Bull pour Sergio Perez, ça montre à quel point c'est kata aussi également. Donc ouais, et je comprends un petit peu tous les avis par rapport à tout ça. Je pense qu'on est bon au niveau des notes. D'ailleurs, je vous rappelle que pour les prochains débriefs de la saison, le prochain sera vendredi avec Aston Martin bien sûr, eh bien il y aura aussi des notes pour parler de la saison de Stroll, de Alonso et également d'un certain... Bah, Aston Martin dans la globalité, et de Lance Strolovich, hein, Tonto Lawrence, aussi également. Donc voilà un peu pour la saison de Red Bull. On aura fait quasiment 1h30 d'ailleurs hein, sur Red Bull. Ça aurait été quelque peu long et ça aurait été quelque peu intéressant, bien sûr les amis.